Et ce soir, nous recevons à nouveau Monsieur François Sauton, qui a été C'est ça. reçu il n'y a pas très longtemps, Mmh. pour un débat sur les traités de Westphalie, que je vous encourage à voir. Et ce live se fait dans la continuation du précédent qu'il a réalisé en solitaire sur la guerre de 7 ans et son rapport au mondialisme, que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. J'en Et ce avais soir, aussi fait une sur, les grandes figures, de la souveraineté française. également, oui. Et ce soir, il sera question des démocraties dans le monde. Et le fil conducteur sera de se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une invention purement occidentale ou est-ce que le monde aussi a le droit à la démocratie en dehors de l'Europe et de l'Occident? François, je vous laisse commencer. Donc sans parler de démocratie de manière très précise, j'ai choisi plutôt le terme d'expression démocratique. Pas seulement la partie liberté d'expression, mais comment, la démocratie est-elle formulée ou conçue en différents endroits du monde, en dehors de la France et même de l'Occident. C'est finalement une question que beaucoup se posent, certains y répondent de manière peut-être infondée, pensant que la démocratie, voire même ce qu'ils y sous-entendent, c'est-à-dire un certain montant de libertés individuelles, serait non seulement une création exclusivement occidentale, mais aussi une exclusivité, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas nécessairement exportable. Alors, on va essayer de débunker certains stéréotypes infondés. On va également voir à quel point l'expression démocratique n'est pas un projet qui se bâtit en ligne droite. Et on va voir quels sont finalement les cheminements similaires que l'on peut retrouver dans d'autres pays du monde, loin de nos horizons immédiats. Très bien. Eh bien, pour commencer, nous allons donc voir les premières instances historiques des parlements, différents lieux, différentes époques. Donc on a 4 exemples ici. Est-ce que vous pouvez les expliciter, s'il vous plaît? Alors, j'ai pris plusieurs exemples à travers le temps et l'espace qui montrent des regroupements de personnes que l'on peut qualifier, suivant leur contexte et leurs époques, de représentants du peuple de leur pays respectif. Et on peut voir qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une exclusivité occidentale. Alors en haut à gauche, on a le premier parlement iranien, enfin à l'époque, ça s'appelait la Perse. Donc à la fin du 19e siècle, finalement, on a des pays, pour certains en Asie, qui ont été colonisés, d'autres non. Et même si ces pays peuvent sembler avoir été conservateurs, avoir été fermés aux idées euh, politiques nouvelles venant d'Europe, eh bien finalement, on voit apparaître les premières instances de représentation de la volonté populaire. Donc, comme je le dis là, en haut à gauche, c'est le premier parlement persan, donc avec des pouvoirs qui sont garantis par une constitution. On a son équivalent ottoman de la même période, en haut à droite. Et puis, on peut voir que sur des latitudes beaucoup plus européennes, la démocratie a déjà les premières expressions qui sont plus anciennes et qui ne datent pas nécessairement, comme on pourrait le penser, de 1789. On a le premier Parlement de Paris, lit de justice de
de Paris au Moyen Âge en France. Donc il s'agit d'un compromis que les rois capétiens ont fait avec certaines grandes villes de France lorsque les ont reconquis des mains des Anglais ou lorsqu'ils ont cherché à les reconquérir et à obtenir une certaine assise populaire pour, on va dire, affermir leur autorité et faire en sorte qu'il n'y ait plus nécessairement de sympathie pro-anglaise dans les territoires récupérés par l'autorité royale. On sait tous également que Rome, avant d'être un empire, a été une république, comme on le voit en bas à droite. Donc, une assemblée de sénateurs qui représentent la volonté du peuple, puisque SPQR, en latin, c'est Senatus Populus Quae Romanus. Donc, le Sénat est l'émanation du peuple de Rome, avec des institutions déjà relativement bien encadrées au niveau de ses attributions, de ses pouvoirs, avec des sénateurs ayant des missions bien définies et une durée avec un mandat. Donc on voit que on a eu des expressions démocratiques précoces en Occident. Cela ne veut pas dire que le reste du monde n'a pas fini par rejoindre le train, passé une certaine période, on va dire, au cours du 19e siècle. Mais est-ce que, pour le coup, on pourrait réellement qualifier la République romaine de démocratique ou ayant un caractère démocratique, car les patriciens, enfin, justement, lapsus, les sénateurs représentent plutôt l'ordre des patriciens et non pas celui de la plèbe. Eh bien, on peut avoir des différences de définition de ce qu'est le peuple suivant les époques. À l'époque de la République romaine, n'est considéré comme faisant partie du peuple que ceux qui peuvent voter. Donc il s'agit uniquement de la population à l'intérieur de la cité de Rome et non à l'extérieur des remparts, et uniquement les hommes libres. Donc on exclut les femmes, on exclut les esclaves, et quant à ceux qui peuvent se présenter pour les élections, il s'agit en plus uniquement de ceux qui peuvent prouver d'un lignage qui les relierait aux fondateurs de la cité. Donc on a une expression démocratique à collège restreint. Mais c'est déjà quelque chose qui est nouveau, car l'expression démocratique s'inscrit toujours en porte-à-faux vis-à-vis des institutions monarchiques, où le pouvoir, par définition, est concentré entre un roi et en général un conseil de nobles qui l'aide à diriger. Donc, on a, si je tire un peu l'exemple, une démocratie à collège plus ou moins ouvert contre une sorte d'oligarchie autour d'un chef. Mais la définition de ce qu'est le peuple dans une démocratie ne va cesser d'évoluer au cours de l'histoire. D'accord, c'est plus clair. Comme le dit Chando dans le chat, la définition du peuple selon le vote populaire ou censitaire, c'est pas la même chose. Et je pense que vous venez de le démontrer. Tout Très à fait. intéressant. Ensuite, les premières proclamations de constitution ailleurs qu'en Europe, sauf, enfin, si l'on joue sur les mots pour l'un et assurément pour une autre. Alors, au cours du 19e siècle, plusieurs pays non européens, mais plusieurs pays d'une manière générale sur la planète, se sont dotés pour la première fois de constitutions qui permettent de délimiter les pouvoirs des différentes institutions qui régissent le pays, mais également de délimiter les pouvoirs d'une institution qui n'en est pas une en tant que telle, mais qui est le support du pouvoir, c'est celle dont on vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire le peuple. J'ai pris pour exemple
la proclamation de la Constitution de 1896, je crois, dans l'Empire ottoman, en haut à gauche, qui est accueillie comme une très bonne nouvelle, comme presque un accomplissement, puisque la Constitution ottomane définit des droits pour tous les peuples au sein de l'Empire. On pourrait dire que c'est une constitution non pas pour un peuple, mais pour plusieurs peuples. Et cette constitution, comme le montre l'image, euh, libère les peuples de l'esclavage dans lequel ils étaient enfermés jusqu'ici. Donc on voit au centre de l'image donc une femme en costume traditionnel grec qui est libérée de son esclavage par des fonctionnaires ottomans. Et derrière, un peu en arrière-plan, il y a aussi des Arabes, des Caucasiens, même des Arméniens. Donc c'est une constitution d'un empire à plusieurs peuples. On a en haut à droite la constitution, la proclamation de la constitution par l'empereur Meiji à la fin du XIXe siècle, qui, elle, va libérer le peuple tout en l'enchaînant à son nouveau dirigeant, presque président, qu'est l'empereur. Elle libère le peuple japonais de la tyrannie des différents seigneurs féodaux, les daimyo, et désormais, le peuple discute directement avec l'empereur à l'aide de représentants populaires qui montrent leur modernité, notamment à travers leur tenue vestimentaire. Donc, cette constitution marque l'entrée de plein pied du Japon dans la modernité. Ce qui se voit notamment au niveau vestimentaire, au niveau, par exemple, également en arrière-plan, on voit aussi la présence de femmes, même si à l'époque elles n'ont pas forcément droit de vote, elles peuvent assister aux proclamations des parlements. Et on voit surtout un nombre très élargi de participants donc dans un parlement qui est effectivement beaucoup plus étendu que ne l'étaient avant les simples représentants des familles féodales qui siégeaient dans le bakufu, le gouvernement du shogun, qui à l'époque n'était donc pas l'empereur, mais le chef d'état-major des armées. On a également en bas à gauche l'une des réunions plénières, je n'ai pas trouvé d'illustration de la proclamation de la première constitution de la Première République de Chine, où l'on voit deux drapeaux en arrière-plan. Le premier drapeau étant celui du Parti nationaliste chinois, qui deviendra par la suite le drapeau officiel de la République de Chine à Taïwan, et le drapeau de la République, alors qu'on voit peut-être pas très bien, mais qui est donc un drapeau à 5 bandes horizontales de couleurs, donc rouge, jaune, bleu, blanc et noir, représentant les 5 ethnies dominantes dans ce qu'était la Chine auparavant. Désormais, mise plus ou moins à égalité. Le rouge représentant les Chinois, que l'on dénomme que l'on appelle les Han. Le jaune représentant les Mandchous, ces anciens dominateurs. Les bleus représentant les Mongols, cousins des Mandchous et ayant dominé la Chine au Moyen-Âge. Les blancs représentant les Tibétains et le noir représentant les Ouïghours. Donc, une constitution qui met à égalité des peuples qui jusque-là étaient rivaux et qui n'étaient finalement soumis que dans un rapport de force par l'ethnie dominante mandchoue. Donc, la constitution peut être, on le voit, la constitution d'un peuple ou de plusieurs peuples. Quant à l'illustration en bas à droite, il s'agit de la proclamation de l'Empire allemand, donc, qui se dotera d'une constitution. C'est la proclamation de l'Empire allemand à la fin de la guerre franco-prussienne dans la Galerie des Glaces à Versailles, en 1871, qui, à la manière de ce qui se passe au Japon, mais avec quelques subtilités, montre que les différents
peuples allemands, les différentes entités politiques allemandes se regroupent désormais derrière un empereur unique qui désormais va guider le peuple allemand vers l'unité et la modernité. Et dans cette, veine de création de constitution, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelle, a été la première constitution, jamais promulguée de l'histoire et la première promulguée hors, Occident, on va dire? Alors, la première constitution moderne, parce qu'il s'agit de constitutions que l'on peut qualifier de démocratiques, parce que les constitutions sont finalement des textes ou un ensemble de textes qui définissent les pouvoirs de chacune des institutions dans un pays. Et finalement, même si les constitutions, si certaines constitutions, pardon, ne donnaient pas voix au peuple, elles existaient néanmoins. Le Saint-Empire romain germanique avait une constitution. Le peuple n'y figurait pas. Il y avait les prérogatives de l'empereur, il y avait les prérogatives des nobles, les prérogatives de l'Église, mais le peuple n'y figurait pas. Donc on peut dire que c'était des constitutions non démocratiques. Et même sans être appelées constitutions, des États qui se sont modernisés ont toujours cherché à fixer sur le papier les attributions de telle ou telle institution. Mais si on parle de constitution démocratique, on pourrait considérer la constitution américaine, qui les États-Unis obtiennent leur indépendance vis-à-vis des Britanniques en 1775, mais elle ne sera reconnue effective qu'en 1778, comme étant la première d'Occident. Quant à la première constitution non européenne, faudrait considérer l'apparition des constitutions en Perse ou dans l'Empire ottoman sont quasi concomitantes. Donc, ce sont dans les années 1890 qu'elles apparaissent. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, nous allons voir les premières manifestations modernes de la colère populaire à travers, encore une fois, 4 exemples. Effectivement, la proclamation de constitution est souvent accueillie comme une bonne nouvelle dans certains pays par une partie seulement de la population, et à condition que cette constitution survive. Car cette constitution donne des pouvoirs à une partie du pays, du peuple, qui jusque-là n'en avait pas. Or, jusque-là dans l'histoire, la plupart des politiciens ont souvent considéré que la politique était un jeu à somme nulle. Ce que l'on donne aux uns, on le prend aux autres. Et donc forcément, il y a des mécontents. Et il peut y en avoir encore plus si ceux qui dirigent le pays font un petit peu des allers-retours, des mouvements un peu en avant, un peu en arrière. Effectivement, les premières manifestations modernes de la colère populaire sont les premières manifestations de la volonté populaire et même de ce qu'on va appeler la conscience publique. C'est que désormais, lorsque le peuple a commencé à participer à la politique d'un pays, il n'apprécie pas vraiment le fait d'en être expulsé quelque temps plus tard. Nous voyons en haut à gauche le premier mouvement du premier parti politique turc, les Jeunes Turcs, qui protestent en 1898 contre l'abolition de la suspension de la constitution de 1896 par le sultan Abdülhamid II. Donc, le peuple turc, mais il s'agit du premier peuple politique qui, comme dans chaque pays ou dans chaque histoire, voit la partie du peuple qui se dote d'une conscience politique
C'est toujours la partie la plus éduquée du peuple, donc il s'agit de la partie la plus moderne qui se trouve à la capitale, donc au siège du pouvoir, et surtout dans les grandes villes, et surtout parmi les milieux un peu aisés. Donc cette population proteste contre la suspension de la Constitution par le sultan et va pousser ce dernier à réinstaurer la Constitution, quitte à aller jusqu'à la guerre civile. J'ai pris également comme exemple en haut à droite le mouvement Quit India en Inde. Même si le pays n'est pas encore indépendant, le peuple commence à se doter d'une conscience, car même sans cadre légal, la politique peut exister clandestinement et commence à former et à concentrer la volonté populaire. Gandhi ne souhaitait pas au départ l'indépendance de l'Inde. Il ne voulait qu'une seule chose, c'était que la condition des Indiens s'améliore. Et c'est face au refus catégorique des autorités coloniales britanniques en Inde qu'il a décidé de les mettre face à un dilemme, soit la condition du peuple indien s'améliorait, soit c'était le peuple qui allait quitter l'Inde, comme si le peuple pouvait quitter un pays dont il ne participait plus à la définition. En bas à gauche, on a comme exemple la manifestation de la colère populaire en Iran qui aboutira à la proclamation de la République islamique d'Iran contre finalement des institutions jugées dictatoriales alors qu'elles-mêmes se considéraient comme plutôt démocratiques jusque-là. Donc, un pays qui s'est doté qui a commencé sa transition vers la démocratie, mais qui hésiterait, voire reviendrait en arrière sur certains aspects, pourrait aussi braquer son peuple, qui commencerait alors à penser que la définition de la démocratie était mauvaise, que ce système était mauvais et que cela ne leur correspond plus. Même si on joue beaucoup sur les mots dans cette situation, car avant la proclamation de la République islamique d'Iran, on peut dire que le pays était officiellement une monarchie parlementaire, puisqu'il s'agissait de la monarchie du Shah d'Iran, mais cette monarchie parlementaire avait fini par se redoter d'outils institutionnels considérés comme dictatoriaux, et en réaction, le peuple demande l'instauration des principes de l'islam dans l'État qu'il considère comme plus démocratiques. Et on voit qu'avec le temps, notamment avec les actualités, aujourd'hui dans le pays, on peut considérer qu'aujourd'hui, ce que les Iraniens pensaient comme étant plus démocratique que le régime du Shah à l'époque a fini par ne plus le devenir. On a également un exemple en bas à droite d'une manifestation des membres du Wafad, qui est un parti politique autonomiste égyptien. Là encore, l'Égypte est pas tout à fait une colonie comme l'Inde, mais une monarchie sous protectorat. La politique y est normalement interdite, mais elle se développe en sous-main jusqu'à ce qu'elle atteigne une certaine taille critique pour se révéler au grand jour et pour démontrer son assise, son populaire, car aucun pouvoir politique, aussi dictatorial qu'il soit, ne peut totalement se passer de soutien populaire. Ce mouvement ne souhaite pas l'indépendance, comme ce fut le cas pour les débuts du mouvement indien dans le Parti du Congrès, mais souhaite juste plus de droits, plus d'autonomie, sans une rupture franche et nette
avec le système existant. Et dans la foulée, justement de ces contestations, est-ce que, d'après vos critères, vous estimeriez que le régime qui a émergé de la révolution, islamique en Iran a été, ou est peut-être encore toujours, plus démocratique que ne l'était sur sa fin, du moins, le régime, du dernier shah d'Iran? Lorsqu'un peuple proteste contre un régime qu'il juge dictatorial, il ne le juge que rarement sur sa totalité. Le peuple peut être dans une adhésion ou dans une opposition à certains points particuliers du régime, mais on ne fait pas la liste totalement exhaustive. Et plus les événements sont récents dans l'histoire, plus les contestataires reconnaissent, ont tendance à être plus matures que les acteurs des contestations précédentes. On reconnaît souvent certaines des avancées commises par le régime précédent. Lorsque le peuple iranien se soulève contre le Shah d'Iran, il proteste contre la mise sous tutelle de l'économie du pays, notamment par la Anglo-Iranian Oil Company. Il ne s'agit que d'une seule entreprise, mais qui a monopole sur la production et l'exportation de pétrole brut, qui est la principale ressource en devise du pays. Mais le Shah d'Iran, le précédent Shah, avait tout de même établi quelques institutions, quelques progrès technologiques pour améliorer par exemple la condition des paysans, ou même avait autorisé dans un premier temps la création des premiers syndicats. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été remis en cause par le peuple iranien. Le peuple iranien remet en cause le fait d'avoir un État policier, où les services secrets de la SAVAK font régner la terreur sur le champ médiatique, la mise sous tutelle de l'économie, les dépenses somptuaires du dirigeant également, mais on ne remet pas tout en cause, loin de là. Et ce que le peuple juge comme étant plus démocratique, c'est lorsque l'on satisfait à ses demandes du moment. Donc, dans le cas précis, même si cela ne correspond pas forcément à nos critères occidentaux à nous, pour les Iraniens, il s'agissait d'une avancée démocratique que de mettre en place la charia au sein de l'État. D'accord, très bien. Je profite au passage, que si vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à les poser dans le chat et elles seront relevées et posées, à la fin de celui-ci, à la fin du live. La partie suivante, sur les derniers monarques réactionnaires. Encore une fois, 4 exemples. Alors, des pays nord-européens ont fini par se doter de constitutions démocratiques au cours du tournant du 19e au 20e siècle, mais cela ne veut pas dire que tous les monarques ont adhéré à ce mouvement. Certains monarques ont adopté des constitutions, mais leurs successeurs, voire même le monarque lui-même, ont pu changer d'avis, ont pu vouloir le retour à un ordre ancien. Encore une fois, on peut regarder l'Iran, avec en haut à gauche le Shah Mahmoud Ali Shah, qui revient sur la constitution qui avait été proclamée par son père, non, par son oncle, Nasreddin Shah Qajar, et qui ne souhaite clairement pas partager le pouvoir avec le Parlement, le Majlis, au cours d'une intervention militaire, car il créera une guerre civile pour cela, il fera bombarder le Parlement, mais les forces constitutionnalistes, c'est-à-dire une nouvelle armée créée pour l'occasion pour défendre les prérogatives du Parlement, l'emportera et finira par chasser du pays Mahmoud Ali Shah.
Ce dernier n'acceptera jamais sa perte du pouvoir et tentera à plusieurs reprises de revenir dans son pays par la force. En haut à droite, le sultan Abdulhamid II également semble avoir changé d'avis peu de temps après avoir proclamé lui-même la première constitution du pays. Et lui aussi tentera la guerre civile jusqu'à finir par perdre le pouvoir de manière définitive peu de temps avant la Première Guerre mondiale. En bas à gauche, l'empereur Hirohito du Japon est considéré comme réactionnaire par rapport à son grand-père, l'empereur Meiji. Lui aussi chercherait à se passer du Parlement. Et on considère l'assassinat de l'ancien Premier ministre et ministre de l'Éducation Tsuyoshi Inukai, avec peut-être la complicité de l'empereur, comme la fin de l'état de droit au Japon, qui amènera les responsables militaires à avoir toujours plus de pouvoir dans la politique. Enfin, en bas à droite, l'impératrice douairière de l'Empire mandchou, Ceci Tairo, est considérée comme une force conservatrice réactionnaire en Chine, cherchant clairement à s'opposer à l'avancée de son pays vers un système plus démocratique. Elle mettra en place l'institution du mur du silence euh, pour interdire toute publication, voire même toute discussion concernant des idées subversives, vocabulaire que reprendra par la suite très largement la République populaire de Chine, concernant les idées étrangères, c'est-à-dire les idées de liberté et de démocratie qui, malgré cela, malgré l'éloignement du pays par rapport au foyer occidental, finissent quand même par entrer dans le pays. Chacun de ces monarques finira globalement par soit perdre le pouvoir en totalité ou en partie, ou du moins, pour par exemple Ceci Tairo, par mourir peu de temps avant la chute de leur système politique. Oui, il me semble d'ailleurs que cette même impératrice avait fait assassiner son fils, ou quelque chose comme ça, qui avait des tendances réformatrices Son pour la neveu, monarchie. son neveu, Son neveu? l'empereur Guangxu, pardon, effectivement souhaitait la fin d'un régime où les Mandchous, qui sont une minorité en Chine, mais qui agissaient comme une minorité dominante, ne gouvernaient que par un cabinet impérial ne comptant en son sein que des Mandchous et aucun autre représentant des autres ethnies, dont l'ethnie Han, les gens que l'on appelle les Chinois, était majoritaire. Elle fera effectivement assassiner son neveu qu'elle avait pourtant elle-même, dont elle avait favorisé la venue au pouvoir. Et peut-être que l'on pourrait se poser la question également pour le cas de Hirohito, car effectivement l'assassinat du Premier ministre a bien marqué la fin de l'état de droit au Japon. Mais est-ce que c'était pas plutôt les forces de l'armée et de la marine qui étaient derrière ça véritablement, plutôt que l'empereur qui incarnerait cette figure de réaction? Comme je l'ai dit, le rôle de l'empereur dans cette affaire a été plutôt trouble. Néanmoins, il s'agit un petit peu d'un jeu de dupes entre les forces conservatrices de l'armée, sont représentées par les deux courants de pensée, la Kodoha et la Seidoha, qui souhaitent finalement quitter l'état d'esprit de la constitution Meiji pour rendre à l'empereur plus de pouvoir. Néanmoins, dans l'état d'esprit des militaires, ils veulent que le pouvoir soit plus concentré, mais ils estiment ou ils espèrent que ce soit l'empereur limite qui leur obéisse, et l'empereur lui-même espère plutôt l'inverse. L'assassinat du Premier ministre Tsuyoshi Nukai par des officiers militaires fanatisés
marque la fin de l'état de droit et l'intervention de plus en plus grande de l'empereur dans les affaires politiques du pays, non pas immédiatement, mais parce que l'empereur a réussi à intervenir auprès de la Cour de justice pour que les inculpés de ce meurtre ne soient soit pas jugés, soit ne reçoivent que des peines très très faibles en comparaison de leur acte. Donc, même dans un camp réactionnaire face à une, face à une progression démocratique, il peut y avoir plusieurs forces, chacune tentant de manipuler l'autre. C'est très intéressant, effectivement. J'étais resté sur l'image de Hirohito qui cultivait son jardin pendant la Seconde Guerre mondiale, bien calmement à l'écart du conflit. Ces forces ont toujours une opinion. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils arrivent à la mettre en place, mais l'on sait souvent par des confessions, des journaux intimes, on sait quelle était, on va dire, l'opinion réelle d'un dirigeant réactionnaire face à la progression démocratique de son pays. Je vois, très intéressant. Nous passons ensuite à la partie suivante, les premières républiques, donc dans 3 pays cette fois-ci, qui vont vous être présentés. Donc la proclamation d'une république peut intervenir dans plusieurs cas de figure différents. Il s'agit pour un peuple qui se constitue de prendre par moments son indépendance, car plus on avance vers une période récente et plus un pays qui déclarerait son indépendance par rapport à un autre choisira pour nouveau régime une république plutôt que de proclamer une nouvelle monarchie. Lorsqu'on arrive vers le milieu puis la fin du XXe siècle, la monarchie n'est plus un régime politique à la mode. Et lorsque des empires contenant plusieurs peuples différents viennent à se morceler, quand plusieurs ensembles pluriethniques viennent à éclater, on trouve à chaque fois chaque peuple ayant une aspiration à la République, c'est-à-dire, dans un tout premier temps, à la souveraineté. J'ai pris comme exemple en haut à gauche la proclamation de la République de Corée, en Corée du Sud, dont on reconnaît le drapeau. Il s'agit de s'affirmer comme étant libre, mais surtout comme étant souverain, car la République de Corée du Sud est un très bon exemple d'un pays qui a cherché à tout prix à se démontrer comme libre de manière collective face à l'ancien empire du Japon, mais qui individuellement finira par devenir une véritable dictature, mais une dictature nationale. Elle est issue de l'éclatement de l'empire du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On retrouve en haut à droite un autre exemple qui est la proclamation de la République de Hongrie. Dans un premier temps, la première République de Hongrie, avant de devenir par la suite la République des Conseils, est une république par défaut. La Hongrie faisait partie, avant la Première Guerre mondiale, de l'Empire austro-hongrois, qui contenait plusieurs peuples, que notamment le futur dirigeant communiste yougoslave Tito considérait comme étant la prison des peuples. Mais malgré son statut de peuple emprisonné dans cet empire, les Hongrois auraient voulu récupérer l'ancien empereur austro-hongrois, donc Charles Ier de Habsbourg-Lorraine, qui avait été couronné sur les tout derniers instants de la Première Guerre mondiale, car l'empereur François-Joseph était décédé en octobre 1918, et l'empereur Charles avait été expulsé du champ politique par la proclamation de la République d'Autriche. Donc les Autrichiens ne voulaient plus de la monarchie, et même si les Hongrois voulaient plus de liberté,
ils étaient prêts à récupérer un roi qui n'était originellement pas le leur. Donc on a une aspiration à ce qu'on pourrait appeler une monarchie constitutionnelle, mais qui est devenue une république par défaut, car l'empereur Charles n'a finalement jamais pris possession de son trône à Budapest. Et on peut voir que, jusque sur des exemples très récents, certains peuples veulent toujours la transition de monarchie vers république, avec la toute dernière en date, en 2005, la proclamation de la République au Népal. Et vous avez justement évoqué cette tendance qu'ont les nations, colonisées à tendre vers la république, après plus ou moins longtemps. Je suppose que ça doit être, entre autres dû à la disparition de familles royales précédentes, ce genre de choses. Mais est-ce qu'on Mhm. a eu des exemples de pays qui justement choisissent de retourner vers la monarchie? C'est une question vraiment d'époque. Si on a effectivement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une Corée du Sud qui se proclame en tant que république, notamment parce qu'il n'y a plus de dynastie royale coréenne, si on compare ne serait-ce que 50 ans auparavant, la Norvège proclame son indépendance vis-à-vis de la Suède, mais comme on est avant la Première Guerre mondiale, et où une forme de politiquement correct règne sur la question, tenue notamment par trois grandes puissances relativement réactionnaires de cette époque, qui étaient l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe, la Norvège se proclame immédiatement comme monarchie parlementaire, certes, mais monarchie quand même. Quant au choix de revenir vers une monarchie, il est parfois proposé par des puissances extérieures lorsque le pays est en crise politique majeure, mais que le peuple ne parvient pas à trouver de solution de compromis. À titre d'exemple, lorsque le régime du Kampuchea démocratique, le régime qualifié en fait de régime Khmer rouge, a fini par chuter suite à l'invasion du pays par le Vietnam, après une dizaine d'années d'occupation vietnamienne, pour plus ou moins réconcilier d'anciens monarchistes et d'anciens communistes dont certains étaient Khmer rouges, fut proclamée une nouvelle monarchie cambodgienne qui est toujours en place à l'heure actuelle. Il fut même proposé, après l'offensive internationale contre l'Afghanistan et le régime des talibans en 2001, de réinstaurer une monarchie en Afghanistan, sachant que son roi était en exil en Italie à cette époque, mais le roi Zahir Shah avait refusé. Néanmoins, l'idée avait une certaine base populaire. Il n'a pas voulu de son trône. Et est-ce que ce trône aurait été le sien? Oui, c'est ça. La marionnette de qui, aurait-il été? Tout à fait. Dans la suite un peu des contestations populaires, et des premières fois en tant que république, point suivant sur les déceptions populaires et un retour à des régimes forts. Eh bien, effectivement, lorsqu'un peuple se dote d'une institution démocratique pour la première fois de son histoire, souvent les attentes sont grandes et elles ne sont malheureusement pas toutes satisfaites. Un peuple peut s'estimer effectivement déçu d'un choix, et notamment d'un choix républicain qui, dans un premier temps, repose beaucoup sur l'intelligentsia d'un pays, des gens que l'on appellerait aujourd'hui des élites. Et finalement, des nostalgiques peuvent voir le jour des fois au sein même du peuple. Il ne s'agit pas nécessairement d'un roi réactionnaire qui cherche à revenir au pouvoir ou à s'y maintenir, mais il s'agit des fois d'un fantasme du peuple de se redoter
d'un roi ou d'un dirigeant fort, qui serait à l'image d'un roi. Lorsque le régime de la République islamique d'Iran va connaître ses premières contestations, une partie du peuple va se mettre à manifester pour maintenir un régime fort en place. Car cette partie de la population se considérait comme plutôt déçue, ne serait-ce que des avancées démocratiques qu'il y avait eu durant la période du règne du Shah d'Iran, même si ce dernier régime restait fortement dirigiste. On peut voir aussi qu'en Égypte, à la suite du printemps arabe, après la chute du dirigeant Moubarak, une première tentative démocratique avait été essayée avec le régime de Mohamed Morsi, même si ce dernier régime était islamiste, et finalement une partie de la population préférait l'ordre qui régnait lorsqu'il y avait un régime fort et a fini par soutenir et soutient toujours aujourd'hui le régime du maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Est-ce que vous auriez tendance à faire une opposition véritablement entre démocratie et régime fort? Est-ce que vous ne pensez pas que les deux peuvent coexister dans des exemples qui pourraient s'illustrer peut-être de manière un peu controversée par la Russie, la Turquie, peut-être même l'Iran, parce que l'on ne parlerait pas de dictature militaire pour en parler comme l'Égypte. En fait, on peut avoir un dirigeant fort dans des institutions démocratiques. Si on compare Charles de Gaulle en tant que président d'un régime qu'il a littéralement créé pour lui, qui lui donnait une grande largesse dans le pouvoir dont il disposait, Charles de Gaulle n'est jamais sorti du cadre de la loi. Une loi qu'il avait faite lui-même, mais qu'il aurait pu tout simplement respecter s'il avait décidé d'être non pas premier président d'une 5e République, mais s'il avait décidé d'être président du Conseil de la 4e République, même s'il la détestait, il n'est jamais sorti du cadre de la loi. Les régimes forts se caractérisent de plus en plus par un certain mépris des lois qu'ils peuvent des fois eux-mêmes proclamer. Et souvent se caractérisent également par des lois que l'on considérait de notre point de vue comme floues. Des lois peu stables qu'ils peuvent aussi changer à leur convenance, on va dire très régulièrement, très facilement. Une démocratie se base sur des lois qui définissent des libertés individuelles, mais qui sont amenées à durer. Une loi n'est pas quelque chose de totalement immuable, elle ne doit pas devenir une dictature temporelle, mais elle ne doit pas non plus changer tous les 6 mois. Un peuple doit avoir ses repères démocratiques. Lorsque Vladimir Poutine proclame, peu de temps après le début de son offensive en Ukraine, une loi interdisant la contestation de l'action de l'armée au cours de cette opération, sous peine de 15 000 euros d'amende, je crois, et 3 ans d'emprisonnement, il s'agit d'un recul sur une liberté individuelle qui avait été acquise depuis longtemps, depuis la chute de l'Union soviétique, par des lois qui avaient notamment été soit proclamées, soit confirmées par Vladimir Poutine lui-même au début de son premier mandat. On peut également considérer que certains actes, comme le fait de renier le pouvoir de certaines autres institutions, comme Viktor Orban, qui peut désormais, qui a nettoyé, qui a mis au pas, voire qui a contesté les décisions même de la Cour suprême en Hongrie,
comme finalement une incompatibilité entre régime fort et démocratie. Un régime est soit permissif, soit dirigiste. On peut avoir un homme fort, cela ne qualifie pas nécessairement un régime fort. Un homme fort n'est pas forcément mal vu. Il peut être considéré comme un leader charismatique. Certains Américains considèrent notamment que Donald Trump a été un homme fort. Il n'a jamais viré dans l'illégalité. Et le fait d'avoir un dirigeant fort dans une démocratie, c'est voir le dirigeant utiliser la pleine potentialité des pouvoirs qui lui sont délégués pour accomplir le maximum. Un dirigeant fort ne s'oppose pas à un dirigeant libéral. Un dirigeant fort s'oppose à un dirigeant mou, ce qui peut des fois arriver dans une démocratie. Il ne s'agit pas de renégocier l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés, il s'agit simplement de les exercer dans leur pleine mesure et dans l'intérêt du plus grand nombre. Très bien. Précision utile effectivement, de définir homme fort et régime fort et de bien les différencier. Et nous arrivons sur la dernière partie, sur les oppositions entre bourgeoisie libérale mondialisée et un monde rural nostalgique. Si vous pouvez développer. Eh bien, la modernisation technologique des moyens de communication qui ont eu lieu au tournant du XXIe siècle et une mondialisation du commerce, une étendue de plus en plus prégnante à l'échelle mondiale de la langue anglaise, ont permis à des gens qui jusque-là appartenaient à des sphères culturelles différentes et distants séparés par de très grandes distances, de commencer à plus ou moins uniformiser leur point de vue sur la politique, sur la société, pour le meilleur ou pour le pire, diront certains. Mais c'est le nouveau clivage que l'on voit apparaître aujourd'hui à l'échelle mondiale, dont certains disent que le président Macron est l'une des incarnations, entre finalement une bourgeoisie mondiale ultra connectée entre elles, mais très déconnectée des réalités du pays dans lequel elle est installée. On a souvent utilisé la métaphore des gens des arbres contre les gens des bateaux pour qualifier finalement des populations qui sont plus nomades et qui vont et viennent au gré des endroits que certains disent qu'ils peuvent piller économiquement, tandis que d'autres vivent avec le sol et avec les ressources que la terre leur donne à un endroit donné. Mais finalement, l'immensité des changements que le XXe siècle a apporté en termes politiques au monde semble ne pas avoir été accepté par l'immense majorité de la population mondiale. Et certains anciens repères qui étaient encore conservés par une grande partie de la population au cours du XXe siècle semblent toujours bien enracinés, plus fermes que jamais, par des populations qui, de plus en plus, elles aussi se connectent entre elles et se regroupent par leur sentiment d'abandon de celle qu'elles qualifient désormais très négativement d'élite. Donc on peut avoir une sorte de peuple mondial mondialisé contre une sorte d'anti-peuple plus nostalgique ou peut-être un peu réactionnaire sur certaines idées, sur certains points. Et finalement, les frontières politiques des États comptent de moins en moins dans la transmission des idées au sein d'une classe ou de l'autre. Très bien. Eh bien, nous allons
après cette, dernière explication, passer à la partie des questions. Mais tout d'abord, je tiens à remercier, Léo Tiche qui, a pris son abonnement Amazon Prime et pour son 5e mois et nous allons commencer à poser des questions. La première d'entre elles, qui est posée par Chando: «Est-ce que Benjamin Constant était pertinent quand il faisait la différence entre la liberté des anciens et des modernes?» Faisais la comparaison? Quand il faisait la différence entre la liberté des Oui, anciens et des modernes. sans force, oui, j'avais entendu comparaison. Non, en parlant effectivement de différence, au cours de l'histoire, la notion même de liberté n'a fait que s'étoffer. Parce qu'on est parti d'une définition basique qui, en gros, ne recouvrait aujourd'hui globalement que la question de la souveraineté. Donc la souveraineté touche un peuple, et puis c'est doté finalement d'autres critères, la liberté religieuse, la liberté de commerce, qui est venue avec ce qu'on peut appeler de plus en plus développé le libéralisme, et puis la liberté individuelle, la liberté sexuelle. Donc effectivement, plus la définition s'étoffe, plus effectivement on verra des différences dans la définition de la liberté entre celle des anciens et celle des plus jeunes. Alors une autre, du coup, question de Chando encore une fois: «Pourrait-on considérer les révoltes paysannes des périodes prémodernes comme des émancipations d'un pouvoir démocratique?» Ou des Tout dé- émanations, pardon, excusez-moi, émanations. Toute expression populaire qui est autorisée est presque en elle-même l'émanation d'une aspiration à plus de démocratie. Maintenant, est-ce que les contestations populaires demandent juste un changement social ou autre, ou est-ce qu'elles demandent un renversement total? Dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a une aspiration politique plus profonde qu'à simplement, on va dire, une contestation ou l'expression d'un mécontentement qui fait partie du fonctionnement normal d'une démocratie. D'accord. Une dernière question de Chando, après on passera à d'autres gens. Est-ce qu'il y a eu des constitutions antilibérales? Pour l'instant, je ne vois que des exemples de l'avènement du libéralisme ou des Lumières à travers le monde. Eh bien, c'est une question qui, pour beaucoup, semblerait très occidentalo-centrée. Comme je l'ai dit lors de l'établissement de la République islamique d'Iran, pour les musulmans, l'islam, surtout sa loi, la charia, contient des éléments démocratiques. Donc même si certains éléments peuvent nous paraître extrêmement illibéraux, comme par exemple les chapitres concernant la condition de la femme, mais ça peut être aussi l'expression, enfin l'autorisation de l'expression d'autres cultes, par exemple en Iran, ou même la liberté de commerce. Pour ces gens-là, c'est une avancée démocratique. Même dans l'établissement, on peut dire, de constitutions qui nous paraissent totalement tyranniques, le simple fait des fois de les écrire est quelque chose de plus libéral que la situation qui précédait. Lorsque le régime des talibans arrive au pouvoir, il met en place une politique très forte, qu'on pourrait dire très coercitive vis-à-vis de la liberté individuelle, mais il règle sur le papier les sanctions qui peuvent émaner de jugements lors de contentieux juridiques qui pouvaient exister de tribu à tribu. Donc là, il s'agit d'une justice qui est écrite plutôt que, on va dire, d'anciennes coutumes orales qui s'apparentent, de notre point de vue, clairement à des règlements de compte. Donc,
Une constitution, par définition, définit de manière plus précise les, les pouvoirs de chaque institution dans un pays. Et ce faisant, lorsque les choses sont claires, eh bien, on est plus libre que lorsqu'on est dans le flou. Ouais, le libéralisme juridique, économique et social n'est pas forcément pour tout le monde et la démocratie des uns n'est pas forcément celle des autres. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. C'est toujours la clarté des textes protège. Même quand on n'a pas de liberté, le simple fait de savoir ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire protège. Et donc donne déjà l'une des premières libertés qui est la sécurité. Quand on sait ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, on est au moins un peu plus en possession de son destin. Mmh. La constitution et le droit qui sanctuarisent ce qui est permis ou non. Tout à fait. Une question cette fois-ci de Vincenzo 222. Est-ce qu'il y a des peuples qui ne sont tout simplement pas faits pour la démocratie libérale? Alors vous avez partiellement répondu, je pense, mais peut-être que vous pouvez développer si vous avez autre chose à ajouter. On dit, on pense que certains peuples, soi-disant, ne sont pas faits pour la démocratie. C'est comme de dire qu'ils ne sont pas faits pour la liberté. C'est comme beaucoup, comme je l'ai dit auparavant, beaucoup envisagent encore la politique comme elle était faite durant la Rome antique, c'est-à-dire que c'est un jeu à somme nulle, que la liberté que l'on donne aux uns, on la prend aux autres. Donc lorsque vous interrogez les représentants d'un peuple pour leur dire est-ce que la démocratie ou même la liberté individuelle est quelque chose qui est fait pour vous, si vous interrogez celui qui a le pouvoir, il vous dira non, parce qu'il est persuadé que si on donne du pouvoir aux autres, lui, il va en perdre. Si vous allez dans un milieu social, dans un pays perdu, avec un pouvoir extrêmement patriarcal, et que vous demandez au patriarche, c'est-à-dire au chef de famille, au plus vieux mâle, si la démocratie ou la liberté individuelle, c'est fait pour lui ou pour sa famille, il vous dira non, parce que le pouvoir, lui, il l'a déjà. Par contre, allez demander à sa fille, à la Benjamine, ou à tous ses enfants qui n'ont pas de pouvoir tant que lui est en vie, la réponse sera différente. Très bien. Alors deux dernières questions qui sont cette fois-ci un peu plus personnelles, on va dire. Une première de Mademoiselle Robot qui vous dit: «Bonsoir monsieur Sutton, quelle est Bonsoir. votre démocratie préférée? D'après quels critères?» Vaste question. Je ne pense pas qu'il y ait véritablement de démocratie préférée et surtout, je pense que nous vivons une époque où les choses changent tellement vite que la réponse que je fournirais aujourd'hui à un instant T et qui serait même très difficile à soutenir ne serait même plus vraie dans 3 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on bénéficie de beaucoup d'informations qui nous permet d'évaluer le cadre de vie dans lequel on souhaiterait vivre. Et aujourd'hui, il existe pléthore de vidéos sur YouTube qui permettent de décrire les environnements politiques de pays plus ou moins exposés dans lesquels il ferait bon vivre. Si à un instant T, je dirais que je trouve plus mon compte dans une expression démocratique en Norvège qu'en France, peut-être que demain ce sera en Australie, peut-être que demain ce sera encore ailleurs, et peut-être que demain la note démocratique, parce qu'il existe une note démocratique, là l'article est tout à fait disponible sur Wikipédia, peut-être qu'un jour les pays que nous considérons comme illibéraux finiront par devenir plus libéraux que nous, parce que leur note aura augmenté mais que la nôtre aura diminué. Il s'agit aussi de se poser individuellement la question de qu'est-ce qu'on attend d'un pouvoir politique et quel est le montant de liberté individuelle dont on aurait en réalité réellement besoin. Donc, c'est une question aujourd'hui qui est un peu impossible à répondre. Vous avez quand même réussi à répondre d'une certaine manière. Et
La dernière question de Lord Zuri, qui vous demande ce que vous pensez des royalistes en France. Je trouve qu'aujourd'hui, les Français qui ont encore un sentiment de nostalgie monarchique sont des fois bien en peine de pouvoir l'exprimer clairement. Et surtout, euh, lorsque des monarchistes, à différentes époques, en France ou ailleurs, ont tenté de défendre la monarchie lorsque celle-ci commençait à basculer vers la République, plus ou moins par la violence, leur expression de ce qu'ils voient comme étant une monarchie est bien souvent plus l'expression de leur fantasme que d'une réalité. Aujourd'hui, en France, les candidats potentiels à une restauration monarchique sont finalement très peu pressés de vouloir reprendre un trône qui n'existe plus depuis longtemps. Et d'une manière générale, un roi n'est pas et ne sera jamais le champion de son peuple. Les rois en France, notamment les derniers, ont prouvé par leurs actes qu'ils ne voulaient pas vraiment renoncer à l'absolutisme. Et par conséquent, ils finissaient par perdre le pouvoir, non seulement parce qu'ils n'ont jamais réussi à convaincre leurs opposants, mais qu'ils finissaient par décevoir, y compris leur propre soutien. Donc aujourd'hui, des monarchistes en France, j'ai envie de leur dire pour qui et pourquoi. Parce que on peut avoir des idées politiques différentes, mais si personne ne les soutient, à quoi bon? Donc c'est paraît comme une idée un peu hors du temps, hors de son époque, et un peu des fois en dehors de toute réalité. Même si, bien entendu, je n'incite personne à aller que ce soit. Bien, eh bien, c'est un avis qui mérite d'être entendu. Et nous arrivons sur la fin de ce live. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions ou qui sont simplement venus regarder. Merci au modérateur d'avoir relevé les questions. Et surtout, monsieur François Seton, merci de votre intervention. Je voulais aussi Et rendre un hommage aussi à, j'ai oublié en début de live, à un de nos membres aujourd'hui, Robert, qui est aujourd'hui dans une situation au niveau de sa santé qui est malheureusement très préoccupante. Et on lui adresse toutes nos prières. nous pensons très fort à monsieur Robert, effectivement, qui est un grand soutien du Cercle Aristote. Et encore une fois, merci à vous tous. Merci à vous, monsieur François. Et bonne soirée à vous. Au Et revoir. une dernière chose peut-être, Oui. j'ai commencé une chaîne YouTube il y a quelque temps où je mettais du contenu dont la ligne éditoriale se rapproche de celle qui est ma participation au cercle aujourd'hui. Donc j'ai fait avec l'aide d'un collaborateur une vidéo d'un peu plus d'une heure au moment du pic des interrogations de la place de la France en Afrique, sur finalement qu'est-ce que l'Afrique et qu'est-ce que notre regard sur ce continent d'une manière générale. Donc j'ai mis en lien effectivement le lien vers la vidéo, pardon, et j'incite tout le monde à aller la voir et à commenter si le cœur vous en dit. Très bien. Eh bien, rendez-vous sur la chaîne de monsieur Seton, pour ceux qui sont intéressés. Et bonne soirée à vous tous. Bonne Et à la soirée, prochaine. à la prochaine. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.